Bienvenue sur Mediapart. Bonsoir, Mediapart Live continue avec un troisième débat consacré à l'Amérique latine puisque le moment est assez grave. On s'attend à ce que dimanche prochain ce soit très probablement Jair Bolsonaro, un candidat d'extrême droite qui gagne la présidentielle au Brésil. Il s'est déjà attaqué, en tout cas en parole au moins, sinon en acte, à beaucoup de minorités. Il a annoncé qu'il voulait tout casser dans le champ environnemental. Et à propos de la gauche ou des gauchistes, comme il dit, il leur a promis soit la prison, soit l'exil. Il a promis de nettoyer le Brésil des gauchistes. D'où cette question qu'on se pose, gauche. Retour à la case départ en Amérique latine, parce qu'il n'y a pas que le Brésil, il y a d'autres situations où la gauche n'est pas seulement réprimée, mais où elle est soit en dérive, soit défaite dans les urnes. Et c'est tout cela qu'on va interroger avec sérénité, avec recul, grâce à nos invités de ce soir. J'ai nommé Pierre Salama, professeur émérite en économie, Sunniva Labarthe, qui est sociologue, spécialiste notamment de l'Équateur, et Hélène Roux, sociologue également et spécialiste de l'Amérique centrale et du Nicaragua, dont on va discuter ensemble. Pierre Salama, je vous poserai la première question. Quand on essaye de voir le moment où ça bascule à nouveau pour les gauches, puisqu'elles ont connu, les gauches dans leur diversité, dans leur pluralité, elles ont connu en Amérique latine une décennie 2000 plutôt favorable, avec beaucoup d'arrivées au pouvoir en tout cas, des pouvoirs qui duraient plusieurs années, plusieurs mandats de suite. Est-ce que c'est la crise économique de 2008 qui s'est ensuite propagée à l'économie mondiale qui a représenté un moment de bascule pour ces pouvoirs qui tout d'un coup ont vu leur performance se dégrader? Oui, il y a ça, certainement. Il y a encore qu'ils l'ont assez bien dépassé, cette crise, par une politique de redistribution assez massive, tout au moins pour les grands pays comme le Brésil ou l'Argentine. Il y a aussi la baisse du cours des matières premières, qui est arrivée un peu plus tard. Et puis il y a aussi également un facteur souterrain, si je puis dire. C'est une approche de la politique un peu particulière, à savoir qui privilégie probablement trop la redistribution et insuffisamment la production. Ce qui veut dire, en termes clairs, que les racines de la crise économique, on les trouve avant même la chute du cours des matières premières, dès les années 2013, dès les années 2014, en raison principalement de ce qu'ils ont pratiqué une politique économique un peu particulière visant à valoriser la monnaie nationale, ce qui aboutissait en général à détruire une partie importante de l'appareil industriel, et ils vivaient de ce qu'on appelle en Argentine le vent par derrière, à savoir les ressources qui provenaient essentiellement du cours des matières premières. Donc si je vous suis, il y a une capacité des gauches et peut-être plus largement des autres gouvernements à peut-être mieux redistribuer qu'avant et que les autres, des formes de rente ou de croissance grâce à ces prix des matières premières qui à l'époque étaient élevés. Mais dès que ça s'est terminé, il n'y avait plus de vrais moteurs. Avant même que ça se termine, c'est ce que nous appelons la maladie hollandaise, à savoir qu'avant même qu'il y ait une chute du cours des matières premières, il y avait déjà les premiers facteurs qui poussaient à la désindustrialisation qu'on appelle là-bas précoce. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des gouvernements de gauche au sens progressiste. C'est surtout le mot progressiste qui, je crois, est important plutôt que gauche. Oui, qui est très marqué par notre regard occidental. Il faut faire très attention de transposer les langages. Ce n'est pas du tout les mêmes significations là-bas, à mon opinion du moins. Ils n'ont pas attaqué de front je pense, ce qu'il fallait faire. Il n'y a pas eu de réforme fiscale, par exemple, en profondeur. Si bien qu'on est en présence dans l'ensemble des pays d'Amérique latine à des systèmes fiscaux qu'on appelle régressifs. À côté, nous, en France, on a un système progressif, c'est-à-dire qui permet de diminuer par la fiscalité, qui permet de diminuer les inégalités. Ça n'a pas été le cas là-bas, très peu marginalement, et c'est reconnu à peu près par tout le monde, si bien qu'il a cherché, je pense là surtout à Lula, à chercher l'appui de la droite et l'appui de la gauche, c'est une certaine mesure, des puissants et des faibles, ça aboutit parfois à redistribuer, parce que c'était facile de redistribuer, ou plus facile que de transformer substantiellement le pays.
Alors, voilà, cette absence de réforme de structure, vous en parlez aussi, Souniva Labarthe, dans 2 contributions récentes que vous avez données à un ouvrage qui s'appelle L'État du monde, qui est publié chaque année sous la direction notamment de Bertrand Badi et Dominique Vidal. Et dans les contributions que je relisais de votre plume sur justement le déclin des gauches en Amérique latine ou des progressistes, il y avait cet argument qu'au fond, ils n'ont pas construit quelque chose de solide. C'est vrai en économie et c'est vrai aussi même politiquement. On a l'impression que leur capacité, enfin leur transformation ne s'est pas institutionnalisée, consolidée politiquement. Vous diriez les choses comme ça ? Oui, complètement. Je me retrouve vraiment dans l'analyse générale qu'effectivement en Équateur, c'est pareil, le boom des commodities, comme on l'appelle, des cours des matières premières, a multiplié. L'Équateur, on part en 98 d'un produit intérieur brut de 28 milliards. On est en 2014 à 128 milliards. Donc on a une multiplication par 5 du produit intérieur brut. Alors qu'on voit que la pauvreté structurelle de l'Équateur va beaucoup plus diminuer et plus rapidement entre 2000 et 2006 qu'entre 2006 et 2014. Le même constat pour les inégalités en général. Donc on se dit il y a effectivement à la fois un afflux énorme et un problème qui est assez précoce, qui est même avant justement vraiment la chute des cours qui va quand même être dramatique. Donc il n'y a pas la capacité et il n'y a pas peut-être la volonté en fait. Et Correa le dit, Rafael Correa, donc, qui a été président de l'Équateur de 2007 à 2017, le dit lui-même, il a commencé à construire des routes, ça a marché tellement bien qu'il a continué à faire des routes. Aujourd'hui, quand il fait son bilan, il dit oui, bon, c'est vrai, on n'a peut-être pas changé les règles du jeu. Sauf que dans le cadre de Rafael Correa, qui est quand même un économiste avec une thèse quand même spécialisée, bon, c'est un néo-keynésien, un institutionnaliste, quelqu'un qui connaît très bien les théories de la dépendance, la dégradation des termes de l'échange, qui plus est dans un pays pétrolier qui s'affronte à des problématiques spécifiques comme celle de la maladie hollandaise. On peut dire que c'est pas simplement une question d'incapacité, c'est une question d'absence de volonté, et que par contre cette main d'un cercle des élites privilégiées sur une nouvelle manne aussi importante a conduit forcément à une inefficience dans le sens où elle a plus alimenté par la corruption, les surfacturations, des réseaux de clientèle, tout ça, qu'un vrai projet de gouvernement efficient qui irait vraiment financer une politique de protection sociale structurée, autofinancée, indépendante justement des fluctuations de l'économie au quotidien. D'accord. Alors, on va revenir sur ces facteurs-là, mais je continue un peu sur le panorama général de ce qui a dysfonctionné pour les gauches, même si on est évidemment très, très synthétique dans ce qu'on dit là. Je me tourne aussi vers vous, Hélène Roux, et c'est un point commun peut-être avec les 2 pays dont vous êtes toutes les 2 le plus spécialistes, l'Équateur et le Nicaragua, c'est qu'on a parlé de la difficulté de ces gauches ou de ces progressistes à consolider leurs acquis pour les milieux populaires notamment, difficulté à faire des réformes structurelles, mais aussi, disons, des positions sur les valeurs, notamment morales, sur ce qu'on appelle ici le libéralisme culturel, qui étaient pour le coup pas très progressistes. Et j'aimerais vous entendre là-dessus, parce qu'au Brésil, on voit aussi que Dilma Rousseff du PT avait aussi cédé pas mal de terrain, ou en tout cas avait capitulé devant certaines demandes des droites évangéliques. Et aujourd'hui, on voit bien à quel point ces gens-là soutiennent Bolsonaro. Oui, alors je pense que dans le cas du Nicaragua, c'est une situation un petit peu inversée, puisque en fait l'appellation de gauche ou progressiste, elle repose en fait sur le fait que la révolution sandiniste des années 80. Or, quand le Front sandiniste et Daniel Ortega à sa tête revient au pouvoir en 2007, on est dans une situation totalement différente, puisque pour revenir au pouvoir, il s'allie notamment, il se réconcilie avec la hiérarchie de l'Église catholique et pas l'Église progressiste, mais la tendance extrêmement conservatrice, et notamment avec l'aide de la droite, il fait passer
autorise l'abrogation d'une loi qui permettait l'avortement thérapeutique pour les femmes. Cette loi existait depuis 1893 et donc c'est quelque chose qui a été extrêmement fort. Et puis, d'autre part, le gouvernement de Daniel Ortega ne revient pas au pouvoir à la suite de soulèvements ou de mouvements sociaux portés par un mouvement social, comme ça a pu être le cas notamment en Bolivie ou même au Venezuela d'ailleurs, mais il revient grâce justement à cette alliance avec l'Église et puis surtout aussi grâce à un pacte avec le Parti libéral constitutionnaliste, donc la droite d'un président qui l'avait précédé et qui avait été accusé pour corruption. Donc il y a eu des espèces d'arrangements et finalement, si les gens ont voté de nouveau pour le Front sandiniste, c'est parce qu'ils étaient aussi extrêmement lassés de 16 ans, en gros, de politique néolibérale dure. Et donc, voilà un petit peu la configuration au Nicaragua. Sunniva Labarthe, c'est aussi quelque chose que vous rencontrez sur votre terrain. Mais c'est complètement différent parce que, dans un certain sens, il n'y a que la dimension, disons, anti-impérialiste qui fait que, globalement, on va classer, et Correa va lui-même se classer dans le camp des gauches, des progressismes. Sinon, c'est plutôt déjà, il est très catholique. Et dans son évolution personnelle, on va vers un catholicisme de plus en plus dur. Au départ, il est vraiment la doctrine sociale de l'Église. Aujourd'hui, il a des accointances beaucoup plus claires, avec des cercles rapprochés de l'Opus Dei, vraiment des positions extrêmement dures, où là, par exemple, en ce moment, il est clairement en train d'accuser le mouvement féministe brésilien d'être descendu dans la rue seins nus, demander l'avortement et le mariage égalitaire. Qui accuse ça ? Correa, Rafael Correa, en ce moment. Il a dit ça dans Página 12. Vraiment, il y a 2-3 jours, c'était le 21 octobre, en disant les filles sont descendues seins nus dans la rue, demander l'avortement et le mariage égalitaire. Résultat des comptes, Bolsonaro a pris 6 points dans les sondages. La principale question de l'Amérique latine, le principal problème de l'Amérique latine, c'est la question morale, et les mouvements de gauche, entre guillemets, ceux qui l'ont principalement critiqué dans son pays, mais ça va pour le mouvement des femmes au Brésil, qui est quand même un peu aussi l'avenir de la résistance future à Bolsonaro, qui serait responsable de ne pas avoir affronté la question morale. Et lui, il se vante, il dit, en gros, c'est à cause de ces gauches qu'on n'a pas pensé la question de la sécurité et on n'a pas affronté les questions des valeurs morales. Or, moi, dans mon gouvernement, je l'avais fait, on a le meilleur système de sécurité intégré de l'Amérique latine et je suis ouvertement connue pour être contre l'avortement. Or, moi, je considère que la question des femmes en Équateur, aujourd'hui, mais d'une manière historique, mais particulièrement aujourd'hui, après 10 ans de corréisme, c'est une question de sécurité nationale, c'est une question de santé publique. Et c'est une question de sécurité nationale dans le sens où les femmes sont plus de 50% de la population et s'affrontent à des violences sexuelles qui sont de mon point de vue, d'une personne qui a vécu pendant plus de 6 ans en Équateur, l'une des violences perceptibles les plus prégnantes dans la société équatorienne. Donc c'est vraiment une question de sécurité. Et bon, moi, je ne l'aborderai pas sur la question de l'angle moral. Je pourrais parler d'un problème de santé publique. Il faut savoir qu'en 10 ans de corréisme, il y a eu une augmentation de 72% des grossesses infantiles dans un pays où l'avortement, même en cas de viol sur mineur, est interdit. Il y a actuellement 27 femmes qui purgent des condamnations, y compris lorsqu'elles ont fait des fausses couches et elles ont été accusées par un médecin extrêmement moraliste et rigoureux. Qui sont actuellement en prison pour avoir tenté ou pas d'avorter. Donc c'est vraiment... je vais dire quelque chose, même au niveau économique, le national-socialisme, qui va être tout de suite le discours de Correa vis-à-vis de la politique interne, n'est pas nouveau en Équateur. La dictature militaire de l'époque était une dictature en fait assez auto-revendiquée national-socialiste. Donc la redistribution de la rente pétrolière, c'est pas nouveau. Je précise quand même que le terme n'a pas le même sens là-bas que chez nous. Oui, bien sûr. Mais bon, l'idée de mettre la main sur les ressources, de faire barrière aux puissances étrangères pour procéder à une redistribution
nationale. C'est pas nouveau, c'est depuis les années 70 et dans le cadre, d'ailleurs, étrangement, d'une dictature militaire. D'accord. Donc ça, le catholicisme, le rapport aux femmes, on voit quand même un patron très peu progressiste et les opposants à Rafael Correa, depuis 2009, mais particulièrement depuis 2011, parlent de restauration conservatrice. C'est une question que du coup je voulais poser à Pierre Salama en écoutant cette discussion, puisque vous avez fait l'alerte sur le mot gauche, le mot progressiste. Est-ce que, en ayant observé les politiques économiques dont vient de parler Suniva Labarthe sur on va dire les 15-20 dernières années, est-ce que quand même on voit des différences entre les gouvernements de gauche et de droite, ou est-ce que finalement ils sont tous allés un peu dans le même sens avec des rythmes et des degrés différents? Enfin, pour les grands pays que je connais moins bien ce qu'on appelle les petits pays, mais c'est rien de péjoratif. Pour les grands pays... Ceux qui ont les plus gros PIB, les plus grosses populations. L'Argentine, le Mexique, le Brésil, voire même la Colombie. Non, la Colombie n'est pas versée à gauche, entre guillemets, mais... Je crois qu'il y a quand même quelque chose de très important qui s'est passé avec Lula, même avec Kirchner, qui peut-être se passera aussi avec AMLO au Mexique. Il y a eu quand même une redistribution des revenus, ça c'est positif. Le problème, c'est qu'il y a eu quasiment que ça. Et ça a été permis par les matières premières, etc. C'est beaucoup mieux que de mettre son argent à Miami, c'est sûr. Et c'est ce que faisait la droite avant. Au Venezuela, par exemple, c'était très clair. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de problème. Il y a eu une baisse de la pauvreté. Il n'y a pas eu une baisse des inégalités vraiment, mais il y a une baisse des inégalités entre les salariés. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que ceux qui vivent des rentes financières, eux, se sont énormément enrichis. Lula a été considéré quand même comme le père des riches, la mère des pauvres et le père des riches. Oui, les milieux d'affaires ne le détestaient pas. La possibilité qu'offre effectivement, lorsque vous avez de l'argent, de satisfaire un peu tout le monde. Je crois que donc, de ce point de vue, moi, personnellement, j'appuie ce qu'ont fait les Lula et compagnie, mais en étant quand même très critique. C'est eux qui ont été les fossoyeurs, en fait. De l'idée même. Ils ont créé des expectatives sur lesquelles ils ne pouvaient pas... Mais il a même, Lula aussi, ça fait des alliances, mais il faut aussi comprendre, avec là-bas, avec ce qu'on appelle les évangéliques, c'est encore pire que les catholiques. Mais ce que je veux dire, c'est... il y a une chose qui est importante, il faut se poser la question de savoir pourquoi des gens qui avaient voté Lula, c'est cela qui m'intéresse en fait, votent Bolsonaro. Ça, c'est intéressant. C'est peut-être qu'il y a quelque chose dans la campagne de Haddad ou dans la pratique politique de Dilma Rousseff, qui venait après Lula, qui était peut-être, je pense du moins, totalement inadapté à la situation. Pourquoi ? Quand vous avez une situation qui s'améliore, la situation des plus pauvres s'est améliorée. Ils sont restés, certains encore pauvres, mais moins pauvres. Ce qui est très important pour eux, quand même. Ils ont une maison en dur, alors qu'avant, elle était en... Bon, ils ont une petite mobilette, des choses comme ça, une petite moto. Donc, quand vous avez cela, ça devient un acquis. Et donc, ça devient naturel. Quand tout ceci est brusquement menacé par la crise économique, la crise que traverse le Brésil, ou qu'a traversé le Brésil jusqu'à il y a 1 an et demi à peu près, c'est la pire crise depuis 1930. Mais moins 10 points du PIB. Nous, on pleure quand on passe de 2,1 à 2. Là-bas, on a vraiment dégringolé. Ça veut dire que les inégalités se sont accentuées. Ça veut dire que les pauvres qui étaient moins pauvres sont redevenus pauvres. Les classes moyennes qui espéraient s'en sortir, elles ont vu que les bus ne marchaient pas, etc., etc. La santé ne marchait pas. Donc, ils ont une sorte d'insatisfaction. C'est pas comme l'ascenseur, vous ne montez pas au 5e étage et descendez au 1er. Quand vous montez au 5e étage, vous avez du mal à descendre au 4e. Donc là, on a une situation qui est très nette et là, à ce moment-là, apparaît le problème de la corruption. Il apparaît très nettement. C'est un vieux problème, la corruption. Je me souviens que du temps du Men's Salon, c'est tout au début de Lula, c'est dans les années 2005-2006. Le Men's Salon, c'était on payait, avec l'argent, on payait les députés pour qu'on puisse faire passer des lois. Chaque mois, ils avaient des mensualités. Ça, c'est Lula qui a fait ça. Mais il faut bien aussi comprendre qu'institutionnellement, on ne pouvait pas fonctionner d'une autre manière, dans la mesure où vous avez 30 partis au Congrès, et que le PT avait que 22% des sièges. Ça veut dire qu'il faut acheter. Ils ont acheté. Alors, c'est moralement condamnable, surtout qu'ils auraient fait une campagne contre, mais c'était accepté parce qu'à l'époque, je me souviens très bien, je discutais avec des amis brésiliens, ils disaient « mais lui, au moins, il redistribue ». Aujourd'hui, cet argument ne marche plus parce que vous avez la crise économique et qu'on s'aperçoit que l'entourage de Lula et tous les partis politiques ont été corrompus, ont été profondément corrompus.
Pas nécessairement pour enrichissement personnel, certains si, bien sûr, mais tout simplement pour faire fonctionner la boutique, si je puis dire. Et ça se paye. Ça se paye, à savoir quand les gens qui étaient espéraient monter, ont commencé à baisser et se sont rendus compte que les hôpitaux marchaient moins bien, qu'ils avaient moins d'accès aux hôpitaux, etc., aux écoles, tout, eh bien, ils ont commencé à basculer. Alors, l'aura d'une personne comme Lula peut permettre de dépasser ce genre de situation. C'est ce qui permettait de comprendre que si Lula avait pu se présenter, il aurait peut-être gagné. Mais si on ne met pas quelqu'un qui a cette capacité bonapartiste, si je puis dire, parce qu'il faut appeler un chat, si on met quelqu'un qui n'a pas cette aura, eh bien, les gens vont du côté d'ailleurs. Ils votent contre leurs propres intérêts, si je puis dire. Ouais. Mais ça, c'est abstrait pour eux. Oui. Alors, je me tourne vers vous, Hélène Roux, sur le cas du Nicaragua. Je voudrais qu'on s'arrête un peu là-dessus, parce que c'est un pays qu'on connaît très mal en France. Or, il y a eu quand même une répression très, très forte là-bas contre des mouvements sociaux assez divers. Et on retrouve justement ce cocktail dont on vient de parler, c'est-à-dire un couple présidentiel qu'on dit, et tout un tas de fidèles autour d'eux qu'on dit très corrompus, des réformes qui vont plutôt dans le sens d'une réduction des droits sociaux, notamment pour les retraités, si je ne me trompe pas, et un mouvement social qui a subi, pour le coup, une répression, mais venue de ce pouvoir-là, quoi. Alors, moi, je pense qu'il faut plus parler à propos de la répression, moins de la question sociale, qui a été tout de suite écartée et qui est passée au second plan, et beaucoup plus de la répression et de ce que ça a signifié pour la population. Et en fait, il faudrait plutôt dire que c'est la répression qui a engendré le mouvement qu'on voit actuellement. Vous prenez les choses dans l'autre sens. Ouais. En fait, le Nicaragua, comme le reste des pays d'Amérique centrale, n'a pas vraiment de ressources. Enfin, il n'y a pas... c'est pas l'Équateur, c'est pas le Brésil, c'est pas le Venezuela, donc il n'y a pas de rente dans ce sens-là. Donc le Nicaragua a reprimarisé l'économie de manière très forte et aussi tercérisé l'économie, c'est-à-dire qu'on a vu d'une part la reprise de l'extraction minière qui avait été abandonnée, on a revu l'arrivée des monocultures, et puis aussi les call centers, les zones franches, les maquiladoras, etc. C'est ça en gros qui faisait tourner l'économie et les apports et l'aide du Venezuela, les échanges avec le Venezuela. Or, quand cette situation, la coopération vénézuélienne, qui d'ailleurs ne passait pas par le budget national, mais qui était gérée par une entreprise dont les dirigeants étaient des proches de la famille Ortega, voire des membres de sa famille. C'est un circuit parallèle et pas étatique. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros... au contraire d'autres pays où, par exemple, il y a eu une assemblée constituante qui a en quelque sorte légitimé le pouvoir, au Nicaragua, pas du tout. En fait, dès l'arrivée au pouvoir de Daniel Ortega, il n'a plus jamais été question de convoquer une constituante, alors que quand il était dans l'opposition, il avait évoqué cette possibilité. Et en gros, les institutions sont restées telles quelles et ont été secondées par des structures parallèles qui ont été beaucoup sous contrôle, notamment de la Première Dame, qui, à l'époque, coordonnait ce qu'on appelait les conseils de pouvoir citoyen, ce qu'on appelle toujours d'ailleurs. Et bon, alors elle maintenant, elle est non seulement l'épouse du président, mais aussi la vice-présidente de la République. Donc en gros, et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette politique donc, de redistribution, elle a effectivement eu lieu dans le cas du Nicaragua, mais on a conservé quand même un secteur informel extrêmement important, si important d'ailleurs que le Front sandiniste, le parti au pouvoir, avait élaboré tout un tas de mesures pour
pour s'en faire une clientèle, en fait, et s'est appuyé beaucoup plus sur le secteur informel que sur les salariés ou d'autres catégories sociales, ce qui est vraiment très, très particulier. Donc quand cette coopération devient moins importante, effectivement, les gens sont pas très contents, mais et puis il faut dire aussi que le gouvernement nicaraguayen, dès le début, a gouverné avec les représentants de l'entreprise privée. Donc il n'y a pas une loi qui n'ait pas été sanctifiée et discutée. En fait, le principal partenaire, c'était Mais la répression, elle vient bien parce qu'il y a un mouvement, de contestation. J'y viens. Alors la répression, elle vient parce que il y a de manière récurrente, à chaque fois qu'il y a des manifestations, si petites soient-elles, des troupes de choc armées de barres de fer, casquées, qui viennent disperser en fait les protestataires. Or, dans le cas de cette... donc il y a deux choses qui se sont superposées. D'une part, un incendie dans une réserve située au sud du pays, une réserve de la biosphère, qui, selon les manifestants, n'a pas été efficacement combattu par le gouvernement. Donc il y a eu des protestations qui ont été dispersées, réprimées par ces troupes de choc. Puis, dans la foulée, vient l'annonce de cette réforme des retraites, donc de l'Institut de sécurité sociale. Et là, on voit le spectacle de retraités qui se font molester. D'abord. Ensuite, le lendemain, donc des étudiants viennent se solidariser et sont également réprimés. Et la police réprime de façon extrêmement brutale. Ouais, quel est le bilan aujourd'hui de cette répression ? Alors, selon les derniers rapports, c'est 325 morts. Quand même. Donc on est à 6 mois du soulèvement. Et puis, on a des centaines de personnes qui ont été détenues, des procès en cours, des gens qui sont séquestrés tous les jours, c'est-à-dire qu'on voit des voitures qui s'arrêtent, qui embarquent des gens. Alors parfois, on les retrouve dans le local de la prison préventive, qui est aussi le local qui était utilisé pendant la dictature de Somoza. Hein. Donc il y a un certain nombre de symboles qui ont été en réalité très forts et qui ont en fait, plus que la réforme de la sécurité sociale, qui ont suscité l'indignation. Les gens n'ont juste pas supporté de voir qu'on tire à balles réelles sur des jeunes. Je crois que le pouvoir n'a pas mesuré combien les séquelles du conflit armé des années 80, dans lequel les gamins revenaient, les jeunes revenaient dans des cercueils, je crois qu'on n'a pas mesuré l'impact le choc et l'indignation que ça a provoqué dans la population. Et puis le fait que les gens ne supportent plus cette intrusion extrêmement abusive dans leur vie quotidienne. Alors, je voudrais qu'on continue cette discussion sur la répression de certains gouvernements qui, par héritage ou par auto-affirmation, appartiennent plutôt au camp progressiste. En passant du côté du Venezuela, qui fait évidemment très souvent polémique en France, on va regarder un petit extrait d'un entretien que j'avais fait avec Franck Gaudichaud, qui est un autre spécialiste de l'Amérique latine, et que j'avais interrogé sur la dynamique au Venezuela avec son dirigeant Nicolás Maduro. On regarde et on en parle. Bon, dérive autoritaire, sans aucun doute. Même les secteurs proches mais critiques du chavisme le reconnaissent très largement. Donc là, il n'y a pas de doute là-dessus. En fait, la crise
bolivarienne, la crise au Venezuela, c'est un drame pour toute la gauche, et en particulier pour la gauche latino-américaine. Puisqu'à un moment donné, le Venezuela avait incarné, disons, une possible rupture avec l'impérialisme et ce qu'on avait appelé post-néolibéralisme, la possibilité de construire une démocratie post-néolibérale, participative, avec des expériences. Il y avait des vraies expériences authentiques d'implication populaire. Faut conseils communaux, amélioration de tous les indicateurs sociaux, d'alphabétisation, une politisation des subalternes, c'est-à-dire des classes populaires vénézuéliennes. Ça, c'est vraiment une réalité. Et en même temps, toutes les tensions, la relation verticale à la figure de Chavez et à l'État, entre les mouvements et l'État, la dépendance à la rente pétrolière. Certains auteurs au Venezuela parlent de l'État magique pétrodépendant dont tout doit arriver, qui détermine toute l'économie. Cet État magique, il est en crise, il est en décomposition totale actuellement. La corruption et aussi quelque chose qui marque quand même la période, c'est l'apparition d'une nouvelle caste au pouvoir. Au Venezuela, on parle de la boli-bourgeoisie. Ouais. C'est-à-dire des secteurs qui bénéficient directement du contrôle de l'appareil étatique, mais pour se nourrir sur la bête, d'une certaine manière, et qui deviennent une nouvelle caste, partiellement fusionnée d'ailleurs avec les anciennes classes dominantes. Alors, pour retrouver l'intégralité de cet entretien, c'est une vidéo qui est sur notre site, sur YouTube, avec Franck Gaudichaud. Je me tourne vers vous, Sunniva Labarthe, car vous connaissez aussi le cas du Venezuela. On retrouve beaucoup d'ingrédients qu'on a déjà abordés dans notre tour de discussion un peu kaléidoscopique. La corruption, la crise de l'État rentier. Et on a l'impression que voilà, certaines gauches se sont tellement engluées dans les appareils d'État, et en l'occurrence un appareil d'État rentier et répressif, que lorsqu'elle s'accroche au pouvoir, eh bien, elle en adopte les pratiques les plus répressives. Oui, je ne suis pas une spécialiste du Venezuela. Vraiment, je travaille sur l'Équateur. Je connais un petit peu le Venezuela, j'y suis allée. Je travaille sur les questions pétrolières. Voilà. Je vais essayer plutôt de me faire le porte-parole des meilleures analyses qu'on peut trouver en ce moment. Donc, je fais référence à Marc Saint-Supéry et Pablo Stefanoni qui vont sortir un article dans pas longtemps dans Hérodote, à Fabrice Andréani. On a reçu il y a 15 jours. Qui était là, qui connaît bien Franck Gaudichaud aussi, et qui me dit clairement à son sujet, il est encore bien trop soft dans sa description. On n'en est plus... Que Franck Gaudichaud est trop soft là dans la description qu'il donne. Oui, c'est clair. Et je dois même me calmer quand moi-même je pense à la situation actuelle du Venezuela, qui est effectivement dans des niveaux de violence, par contre, là, est comparable à ce qu'on a pu voir au Nicaragua, où, par exemple, au Nicaragua, pour alimenter les répressions du dernier mouvement, ils ont carrément ouvert et armé les gens qui étaient dans les prisons. Voilà. On parle de ça au Venezuela. On parle d'un système qui a été monté sous Chavez, mais qui va être vraiment déployé au moment de l'arrivée de Maduro au pouvoir, qui s'appelle les OLP. Ça veut dire quoi, les OLP? OLP, Organización de Liberación del Pueblo, si je me rappelle bien. Ce qui est quand même assez symbolique dans le langage de la gauche internationaliste. Et ce qui sont en fait des bandes armées par le pouvoir. Ils mettent des masques de tête de mort, ils arrivent, et ils vont déloger les bénéficiaires d'aide sociale s'ils ne votent plus, ceux qui vont être fichés dans telle ou telle marche, ceux qui avaient participé. Je ne suis pas au courant précisément, mais depuis 2004, depuis qu'il y a eu ce référendum révocatoire, c'est le parti au pouvoir divulgue généralement les listes d'opposants, les gens qui ont signé contre, et après c'est toute une série de règlements de compte à différents niveaux. Donc on ne parle pas d'une dérive autoritaire, ça fait longtemps qu'on parle d'une dérive autoritaire. Là maintenant on est arrivé... Alors, un système j'ai passé presque toute la journée à écouter toutes les versions possibles et les tentatives de description les plus poussées, les plus fines, les plus adaptées à la complexité de la situation. Je vais essayer de résumer ce que j'ai pu en comprendre. On a deux aspects, en fait. On serait, en fait, je pense, la définition que j'ai pu la mieux comprendre, on serait, en fait, dans une sorte d'autoritarisme polyarchique. Polyarchique, ça veut dire plusieurs têtes de pouvoir, voilà. Plusieurs centres de pouvoir. Au début, on pensait presque anarchique, parce qu'il y avait une sorte de... À partir de la mort du leader, bien sûr... Voilà, mais en fait, il y a plusieurs grands chefs qui gèrent chacun son secteur de prédilection, ses marchés. Donc, on a Diosdado Cabello, on a Maduro, on a différents clans comme ça. Voilà. Et
dans cette espèce de dimension à la fois autoritaire, vraiment côté figé, côté machine d'État, coercition, quelque chose d'assez figé, d'assez fixe, et de l'autre côté, une sorte de laisser-faire endémique. Et c'est un savant mélange de ces attitudes-là, avec des procédures de harcèlement juridique qui se basent quand même sur un système institutionnel, et à la fois une arme qu'on va balancer à une bande de gamins auxquels on va demander d'aller intervenir dans un quartier réfractaire ou qui a essayé, lors d'une distribution, lors d'une queue ou quoi, de distribuer des tracts, d'organiser un mouvement de revendication. Donc moi, je pense que là, maintenant, c'est une question d'honnêteté, mais même de responsabilité morale en tant que militant, en tant qu'intellectuel, en tant que chercheur, de prendre une position claire. On est face à quelque chose de bien plus dramatique qu'une simple dérive autoritaire. Donc effectivement, on pourrait à peu près coller ce qualificatif à n'importe quel des gouvernements qu'on connaît à travers la planète. Alors, là, on est vraiment sur un système de violence systématisée, et bon, sans parler, alors ça c'est l'effet répressif, mais la destruction socio-économique du pays, du fait du rentisme prédateur, de l'État bandit, a un impact extrêmement violent sur les corps. On parle de millions de personnes qui ont quitté le pays, 1,8 million simplement cette année. Forcées, Voilà, des migrations forcées, comme ils peuvent être économiques, mais indirectement forcées, ou directement forcées quand, par exemple, on a publié le fait que vous aviez participé à telle liste, vous savez que tout votre quartier est en danger, vous commencez à fuir. Voilà, là, c'est une violence extrême qui est infligée au corps des personnes, bien sûr, les plus vulnérables. En premier lieu. Réagir Oui, moi, je pense que c'est... on ne mesure pas au Nicaragua à quel point cette violence a vraiment abasourdi et a été quelque chose d'incompréhensible. C'est vrai qu'on avait un État, un pouvoir autoritaire, etc. Mais cette explosion de violence a été absolument incroyable. Il y a, j'ai pas dit tout à l'heure, il y a 30 000 personnes qui sont parties au Costa Rica en 6 mois, ce qui pour un pays de 6 millions d'habitants fait quand même beaucoup de gens. Et puis, ce que je voudrais dire aussi, c'est que là, on parle des gouvernements dits de gauche, mais par exemple, il y a de très grandes similitudes entre le Nicaragua et les autres pays d'Amérique centrale, et je dirais le Honduras, par exemple, avec une dérive autoritaire, une militarisation de la société, des phénomènes de paramilitarisme, de la même façon au Guatemala, et on le voit vraiment très, très clairement. J'y arrive parce que peut-être une des pudeurs qu'il peut y avoir, y compris parmi les chercheurs, dont certains sont engagés, souvent à gauche, dans le milieu des chercheurs sur l'Amérique latine, peut-être qu'une des pudeurs à nommer les choses, comme vous venez de le faire avec force, c'est l'existence justement d'une droite qui apparaît souvent revancharde et par exemple de ces traits autoritaires. Est-ce que c'est une hypothèse que vous achetez et du coup, c'est une question que je pose plus largement sur la diversité des droites qui se réaffirment en Amérique latine. Est-ce que ce sont les mêmes droites qu'auparavant? C'est une question ouverte et à tout le monde. Peut-être on commence par Pierre Salam. Je voudrais quand même faire un petit bémol. Il n'y a pas eu de répression de la part de la gauche ou des progressistes dans un pays comme le Brésil. Au Brésil, effectivement. Quand même, c'est important. Il n'y en a pas eu non plus en Argentine. C'est important de le dire. Il n'y en a pas eu non plus au Mexique. Il y en aura peut-être, mais il n'y en a pas eu. Par contre, il y a eu des féminicides. Il y a eu des féminicides. Non, et puis aussi la violation des territoires indigènes, des enfermements systématiques. Il faut faire, assassinats politiques. Par le PRD à voir quand même. Comment? Je dis dans les États mexicains gouvernés par le PRD, à voir quand même, s'il n'y a pas eu... Non, il n'y a pas eu à cette dimension, c'est pas exact. Enfin, ce que je connais, je connais assez bien, je pense au Mexique, et je ne suis pas un adorateur du PRD, loin de là, mais il n'y a pas eu à cette dimension. Là où nous en sommes arrivés au Venezuela, là où nous en sommes arrivés au Nicaragua, je crois qu'il faut faire quand même un petit peu attention. Et je ne suis pas certain qu'on puisse les mettre dans le même sac en disant si Lula avait continué, il serait devenu Maduro. Je crois que c'est une erreur, à mon avis. Bien au contraire,
Lula, quand il est allé en prison, il a accepté d'aller en prison pour éviter un début peut-être de guerre civile ou des choses de ce genre. Donc, oui, c'est des comportements quand même très... les institutions. Oui, c'est quand même des comportements quand même déjà, je pense, assez différents. Il faut faire attention. Maintenant, ceci dit, il y a une autre question qui est aussi assez intéressante. C'est là, alors on en parlait relativement peu, il y a une montée en puissance au Venezuela, entre autres. Hein, mais pas seulement. Au Brésil aussi, depuis 5 à 6 ans, il y a une montée en puissance de la violence, de l'insécurité. Et ça, c'est lié à la corruption, évidemment, parce que la corruption, ce n'est pas un substitut à la violence. Ça marche ensemble. Ce sont des frères jumeaux. Et ce qui s'est passé aujourd'hui dans les comportements des gens qui votent, par exemple, vont voter peut-être pour Bolsonaro, etc., c'est lui, il va nous protéger. Lui, il va nous protéger, parce qu'elle devient absolument insupportable. Parce que la violence dont on parle, ce n'est pas la violence des pauvres contre les riches, c'est la violence des pauvres contre les pauvres. Et c'est ça qui est terrible. C'est ça que je crois qui est terrible. Et c'est ça qui est perçu de manière intime par la plupart des gens, à savoir, il faut un autre système, quelque chose qui nous apporte un peu plus de sécurité, etc. C'est ça qui... Alors, maintenant, sur le comportement de nos gauches à nous, la gauche là-bas, ça ne veut pas dire la même chose qu'ici. Non, je m'excuse, il y en a certains qui sont un peu lucides. Il y en a eu quand même, notamment, tu montrais tout à l'heure une pétition pour le Nicaragua, il y a eu quand même pour le Venezuela aussi. Mais je sais aussi combien on a été injuriés quand on signait des choses comme ça par tous ceux qui disaient comme ça qu'on faisait le jeu de la CIA, qu'on faisait le jeu des Américains, que c'était des complots américains si le Venezuela était déstabilisé. C'était idem pour ce qui concerne le Nicaragua. C'est-à-dire, en gros, une gauche qui est capable de répéter, je pense, et ça c'est terrible en France, et dans les pays avancés, il est capable de répéter ce que les staliniens de base disaient dans le temps jadis, lorsqu'ils ne voulaient pas voir les camps de concentration en Union soviétique, et qu'ils disaient surtout que c'est un paradis socialiste et que dire qu'il y a des camps, dire qu'il y avait de la répression, c'était faire le jeu des impérialistes. Eh bien, on a exactement le même comportement, des gens comme Lemoine, des gens de ce type, mais ce sont des gens qui sont des fossoyeurs, je crois, de la gauche. Ça, il faut le dire, c'est extrêmement grave, ce truc-là. C'est vraiment extrêmement grave. Je vois par exemple un type qui s'appelle Attilio Boron, à l'heure actuelle, en Argentine, il est lié au Parti communiste, c'est dingue. Il justifie tout et n'importe quoi. Au nom de... Monsieur le Nicaragua avec quelques bémols maintenant. Mais quelques petits bémols. Mais c'est vraiment impossible au sein de France Amérique. Et je crois que c'est vraiment très important de dire des choses de ce genre-là, à savoir, que ces gens-là sont vraiment très particuliers, ceux qui appuient tous les crimes, parce que ce sont des crimes, je crois, qui se sont passés. 2, ce qui se passe au Nicaragua ou ce qui se passe au Venezuela, ce n'est pas les gauches, ce sont des gouvernements populistes qui ont emprunté certaines, disons, éléments du progressisme, de la redistribution, mais qui sont devenus... Tu parlais tout à l'heure, je vais te donner un exemple. Tu disais comme ça, on a ouvert les prisons, c'est des gens... Mais on a eu ça en Iran, dans le temps jadis, je me souviens très bien, contre Mossadegh. On a eu ça pendant le printemps arabe, en Égypte. C'était des bandits, etc., qui ont lancé contre les manifestants. C'est quelque chose d'habituel. C'est pas une pratique de gauche, c'était une pratique, moi je pense, que vraiment d'extrême droite, de gens qui veulent conserver le pouvoir, de bureaucratie qui veut s'installer, se fixer, etc. C'est des choses qu'il faut absolument dénoncer. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Et pourtant, Dieu sait si je n'aime pas beaucoup Christina Kirchner. C'est vraiment pas ce qui s'est passé avec Christina Kirchner. C'est vraiment pas ce qui s'est passé avec, comment s'appelle, Dilma Rousseff. Non, il faut faire vraiment très très attention. Alors, ce que vous dites, c'est maintenir la confusion. Et c'est l'argument de la droite à l'heure actuelle qui dit Haddad, c'est Maduro. Oui, mais alors, si je peux me permettre, en fait, c'est drôle parce que moi, ça me rappelle un petit peu... En fait, bon, si on parle de politique redistributive, dans les années 50, 60, et tout le temps que le PRI a été au pouvoir au Mexique, alors, le PRI, pour ceux qui nous le parti de la révolution institutionnelle, donc le parti mexicain qui a gouverné pendant 70 ans, il a gouverné à l'aide de politiques assistentielles. Mais on disait pas que le PRI était de gauche, quoi. Il y a eu des redistributions sociales, il y avait, sauf que dans le cas du Mexique, il y a eu à l'époque un petit effort de substitution des importations, etc., ce qui n'est plus du tout le cas maintenant. Et au Nicaragua, il s'est passé un phénomène, quand on parle de qui sont ces groupes armés, de civils armés. Alors maintenant, les langues
ce délit parce qu'il se trouve qu'il y a eu un phénomène tout au début des événements. On a assisté à des occupations massives de terres, et c'est les meilleures terres dans la zone du Pacifique notamment, et des terres qui appartenaient à des grands propriétaires identifiés avec l'opposition. Donc on a dit, voilà, le pouvoir punit, etc., les grands propriétaires. Et puis, les gens se sont installés, ils ont installé leurs petits cartons, leurs petites bâches en plastique, c'est la saison des pluies. Et maintenant que la situation est revenue, entre guillemets, à la normale, la police est allée les expulser. Donc les gens parlent et les gens disent « on nous a promis un lopin pour aller faire le coup de feu contre les barricades ». Les gens le disent, les gens donnent leur témoignage. Et c'est absolument incroyable. On a vu des banderoles. Alors, il y en avait une qui disait ils avaient appelé leur quartier du nom du fils du président en pensant que ça allait les protéger de tous les maux. Et la banderole disait le commandant reste et nous aussi. Et j'ai trouvé ça... c'était, une triste ironie, quoi. Voilà. Et il y a aussi beaucoup de ce qu'on appelle les combattants historiques qui ont été honteusement laissés, les gens qui ont fait la guerre pendant les années 80, qui ont été honteusement laissés à l'abandon pendant des dizaines d'années et que maintenant on est allé rechercher et qui effectivement sont... le gros des troupes des paramilitaires et des civils armés. Alors, c'est très important ce que vous avez dit tout à l'heure et la discussion qu'on vient d'avoir, puisque si cette émission sert à ça, c'est déjà bien. On a montré la complexité, la pluralité de ces gauches, progressisme ou pseudo-progressisme. Voilà, on est obligé de complexifier le langage et c'est très bien. Alors, je m'adresse à vous, Sunniva Labarthe, parce que vous avez co-signé des articles assez synthétiques sur l'Amérique latine dans les ouvrages que j'indiquais tout à l'heure sur l'état du monde. Vous insistiez aussi, pas seulement sur la diversité des gauches, mais sur la diversité des droites qui revenaient au pouvoir dans plusieurs pays. On pense en Argentine à Mauricio Macri, qui lui, s'apprête visiblement à faire passer des budgets qu'on dit budget FMI, où on s'attend à une austérité très, très forte, et qui n'est pas la même droite que Jair Bolsonaro, qui incarne, lui, une extrême droite fascisante, voire fasciste. Là, je ne sais pas encore une fois quel est le bon terme. Est-ce qu'on peut dresser une typologie un peu des droites en Amérique latine, ou est-ce que c'est trop complexe et que c'est pays par pays? On peut dire globalement, par exemple, qu'au Venezuela, c'est toujours l'argument qui est brandi, en quelque sorte, alors que c'est l'endroit où vraiment l'opposition de droite est complètement... aplatie, quasiment maintenant inexistante. Elle s'est ridiculisée à plusieurs moments, mais elle s'est complètement désarticulée face à la puissance de la machine d'État lors d'élections qu'on sait truquées, de processus électoral frauduleux. Voilà. C'est pas pour défendre personnellement ni Capriles, voilà, mais les principaux opposants politiques au chavisme ou au madurisme sont en prison, sont exilés, n'ont pas les moyens concrets d'établir une base politique. Donc étonnamment, c'est là où on a le discours le plus fort de la menace à la fois impérialiste, où c'est pareil, pendant des années, c'était plutôt, des anciens bolivariens récemment dissidents, en tout cas peu satisfaits de l'argent qu'ils arrivaient à ce moment-là d'obtenir du pouvoir, qui allaient à Washington demander si on pouvait les aider à monter un coup d'État. C'était pas la CIA qui commençait même à se méfier de cet afflux de propositions de coup d'État. Alors qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de Bolsonaro, justement, on peut être dans une situation quand même plus différente, parce que finalement on se retrouve dans une situation de chien de faïence où on sait que l'escalade peut monter vite, les alignements des conjonctures... C'est une droite qui a le soutien des milieux d'affaires, de certains milieux... Alors, non, et puis surtout qu'il y a une base, une composante fasciste, avec de l'autre côté un système ultra-campiste qui finalement a à peu près le même degré de réflexivité. Comme dit mon ami Marc Saint-Upéry, Jair Bolsonaro est un cadeau pour Maduro actuellement, et l'inverse est également vrai. Donc moi, c'est plus de ça que j'ai très peur. C'est
Alors, on a une diversité de droite. En Équateur, c'est pas une réalité vraiment. Enfin, tout le monde avait Correa. Après Correa, ça va être la vague bleue. Et moi, ce que je me dis, c'est que Correa, après 10 ans au pouvoir, une manne importante, une aura, un charisme personnel, il n'a même pas réussi à démonter complètement celui qui est le symbole de la droite néolibérale du gouvernement antérieur et qui a quand même pu se battre avec son dauphin, qui finalement l'a trahi, à quelques points d'écart. Donc là, le revirement de situation dans le cas équatorien, il est venu de l'intérieur et finalement, c'est un retournement qui est peut-être le moins pire de ce qui aurait pu arriver. Par contre, là, c'est des situations plutôt modérées. Globalement, la situation au niveau régional est dramatique pour cette situation quasi de guerre froide. Et voilà. Par contre, oui, bon, on a des droites plus Mais alors, de ce que institutions j'entends internationales comme Temer, Macri. sur les gauches en Amérique latine, si on revient à cela, là je parle des vrais courants de gauche engagés pour l'émancipation sociale, sexuelle, culturelle, etc. On a l'impression qu'ils vont être de plus en plus pris en tenaille entre ce que vous décrivez, c'est-à-dire des gauches institutionnalisées, décrédibilisées, et puis des droites... de gouvernement et les nouveaux mouvements sociaux. Je crois qu'il y a un problème aussi qui se pose, et par exemple, la crise au Nicaragua le révèle très bien, c'est qu'il y a des gens, et par exemple des militants de gauche, voire même des sandinistes au Nicaragua, qui sont dans un dilemme affreux parce que ils ont l'impression, qui à mon avis n'est pas exact, ou pourrait être autrement, que l'horizon indépassable, disons que la chute d'un gouvernement comme celui de Daniel Ortega signifierait obligatoirement le retour d'une droite dure, ce qui n'est pas dans la corrélation. Ce qui n'est pas dans la corrélation actuelle, l'option, on pourrait penser à autre chose, parce que il y a quand même des secteurs qui se sont fait entendre et qui sont apparus sur la place publique, qui sont et la droite, justement, de par son alliance avec le gouvernement du Nicaragua, s'est totalement décrédibilisé. Les grandes familles ont gouverné avec le pouvoir, donc il y a une très grande méfiance, et il y a une très grande méfiance vis-à-vis des partis traditionnels. Donc on pourrait penser à quelque chose l'émergence de quelque chose qui échappe. Mais c'est vrai que les gens au Nicaragua ne comprennent pas. Ils sont totalement abasourdis et je crois que ça leur fait très mal les positions d'une partie de la gauche en Europe et en Amérique latine sur ce qui se passe. Les gens ne comprennent pas. Un dernier mot, Pierre Salama ? Non, c'était sur les droites. Elles sont très... Si on prend le cas du Brésil, mais on pourrait prendre aussi l'Argentine, qui aujourd'hui rentre dans une crise très profonde, économique et sociale, et avec une coupure notamment des dépenses sociales de plus de 10%. C'est pas rien. En Argentine. Mais si on prend le cas du Brésil, c'est intéressant parce que on est en face d'une polarisation, notée, on l'a vu dans les élections, mais aussi on a un dégagisme, un mouvement général. Et ça veut dire qu'il y avait un candidat de la droite qui s'appelait Hakim, la droite traditionnelle, pas méchante, mais méchante quand même, comme on dit. Il a eu moins de 5%. Et elle s'est réfugiée, la droite, elle s'est réfugiée sur Bolsonaro. En gros, la bourse se porte très bien aujourd'hui au Brésil. Bon, sauf que ils se rendent compte que Bolsonaro, ils vont voter pour lui, faute de mieux, mais c'est pas le pied. Parce qu'ils ne sont pas des servants ultra-libéraux. Ils sont pour défendre l'industrie, pour le secteur industriel, etc., etc. Donc on a des divisions. Et sauf que, encore, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que pour l'instant, Bolsonaro a 10% seulement de députés. Donc il va devoir faire ce que font tous. Des alliances, des combinaisons. Il y a à peu près une trentaine de partis politiques. Il va devoir faire des concessions à l'un et des concessions à l'autre, faire de la corruption, évidemment, pour le faire, pour aboutir à ça. Et donc ce qui peut sortir, c'est soit un coup d'État, mais ça, j'y crois pas.
un coup d'État militaire, hein, j'entends cette fois-ci, parce que paradoxalement, les forces armées, bien que son vice-président soit un militaire, les forces armées ne sont pas tellement pour lui. Elles le sont comme ça, faute de mieux, disons. Ils ont expliqué mais qu'a c'est pas un priori, appui vous voulez rester dans les enthousiaste. casernes. Hein, Donc ça veut dire qu'il va y avoir, peut sortir de cela, une sorte de droite qui sera soit très vindicative, mais sans traduction derrière, c'est très probable, soit va mettre beaucoup d'eau dans son vin par rapport au programme de Bolsonaro, notamment sur les privatisations massives et tout ça. Donc on est dans à la fois ce phénomène de dégagisme qui est très important. Tout le monde a souffert. Les seuls qui n'ont pas souffert du dégagisme, qui ont souffert moins, disons, c'est le PT, qui a eu plus de députés, un peu plus de députés que Bolsonaro. Mais ils ont tous souffert, mais moins que les autres. Mais les autres ont été éliminés. Et ça, c'est quand même quelque chose de nouveau. Je crois qu'il faut, pour comprendre cela, il faut aller au-delà de ce qui se passe au Brésil, au-delà de ce qui se passe en Argentine, de voir les effets de la globalisation sur la précarisation, sur des choses toutes bêtes comme ça. Du rapport à l'information, des techniques de communication, de l'instantanéité. Le problème des fake news, le problème de rapport toutes ces choses. avec le populisme. Le populisme, c'est tout de suite. C'est une question de temporalité. Et Enfin, aujourd'hui, je sais pas nos ce que ça veut dire, la technologies... temporalité. Ça veut dire quoi? Le populisme, c'est souvent des gens qui veulent les choses rapidement. Qui Ah, les veulent, oui, souvent vous dites sans traduction ou quoi, ou le dégagisme, c'est aussi une sorte d'expression de spontanéité. Et elle peut être un peu renforcée maintenant par les moyens même dont on dispose pour communiquer, s'informer. Et donc le rapport peut-être qui est entretenu avec les néopopulismes et les réseaux sociaux comme on peut le voir au Brésil, en tout cas mérite d'être une piste de réflexion, à mon sens. Oui, moi je suis un peu pessimiste parce que je sais pas qu'au niveau du optimiste, hein. symbolisme, le fait que Bolsonaro, même s'il n'appuie pas son programme, gagne dimanche les élections, c'est pas encore tout à fait sûr, hein, parce qu'en ce moment il baisse et l'autre monte. Hein. Mais s'il devait gagner, je crois qu'au niveau du symbolisme, quand on sait ce que représente le Brésil en Amérique latine, c'est énorme. C'est un ouragan. Ce sera un ouragan. Il faut bien comprendre les choses comme elles sont. Et ça, c'est très grave. À mon avis, c'est très grave. C'est très très grave. On a une multiplication de cas de ce genre maintenant de par le monde. En fait, Bolsonaro, c'est pas Trump, c'est le type des Philippines, là, je ne sais pas comment il s'appelle. Duterte. C'est Duterte. Alors, quand il dit comme ça qu'il faut que les gens se prennent leur revolver, etc. Vous imaginez qu'il a pu dire une chose qui est énorme, qui est le bon bandit, c'est un bandit mort. Vous imaginez ça? Dire comme ça en public, le bon bandit, c'est un bandit mort. C'est Bolsonaro. Et c'est ça, demain, qu'on risque d'avoir devant nous. On va se quitter sur cette note un petit peu solennelle et cette mise en garde. Merci à vous d'avoir participé à cette discussion. J'espère qu'on aura en tout cas participé à faire comprendre la complexité des dynamiques régionales en Amérique latine. Merci à vous. Merci à vous qui avez suivi Mediapart Live. Rendez-vous la semaine prochaine avec une émission un petit peu spéciale qui reprendra beaucoup des éléments de la soirée au 104 à laquelle tous ceux qui sont dans la région parisienne pourront se rendre jeudi, demain, en soutien à l'accueil des migrants. Merci à vous. Merci.